Viva Culture, l'actualité des arts vue par l'association Maison de la Culture du Havre. Présentée par Isabelle. Viva Culture, l'émission de la culture dans toutes ses découvertes. Bonjour à tous. Au menu de Viva Culture cette semaine, nous retrouverons Catherine pour 10 minutes chronique, Annie et ses lieux-dits, et Christine pour sa rubrique des spectateurs. La rubrique des spectateurs. Voilà un certain temps que cette petite rubrique revient par quinzaine dans Viva Culture. On est le 1er décembre et c'est la 65e. Quelle longévité! Merci Westrack Radio et merci Mathieu. Et depuis toutes ces émissions de Viva Culture, on ne s'est jamais demandé pourquoi la rubrique des spectateurs était là. C'est que l'association Maison de la Culture accueille depuis longtemps sur son site les articles de ses adhérents dans sa rubrique des spectateurs. Des textes d'humeur de toutes les sensibilités, écrits et publiés sur les spectacles du moment. Alors, quand Westrack Radio nous a ouvert ses micros, on a diversifié nos méthodes et ajouté l'oral à l'écrit. D'où cette rubrique. Et nos adhérents savent aussi que nous nous retrouvons une fois par mois pour parler autour d'un verre dans un bistrot de ce qui nous a marqué dans nos sorties culturelles. C'est l'apéro des spectateurs. Tiens, on pourrait peut-être faire le résumé du dernier, ici, au micro, non ? De quoi a-t-il été question la semaine dernière ? Il y a eu du cinéma, du théâtre et des expos. Du ciné parce que l'événement du moment, c'est le J'accuse de Polanski, en dehors des polémiques évidemment. On n'a pas attendu Le Masque et la Plume sur France Inter pour dire tout le bien qu'on a pensé de ce film magistral, remarquablement porté par Dujardin et une cohorte de comédiens talentueux. Un film qui nous tient en haleine dans une sombre histoire de magouille sur un sujet plutôt aride, sans fantaisie, la mise en accusation d'une administration pervertie. Une grande réussite esthétique et historique. Une autre grande réussite au théâtre cette fois, et dans une forme beaucoup plus modeste, c'est la mise en scène qu'Anne-Sophie Pochet a réalisée pour la compagnie Acté d'Exit de Fausto Paravidino. Aux couleurs sourdes et à la pénombre de Polanski s'oppose ici le blanc éclatant d'un plateau épuré avec intelligence. Pas un de ces plateaux modernes où on dégage tout pour faire dans le vent, mais surtout par manque d'imagination. Non, pas du tout. Ici, le plateau se prête, grâce à un ingénieux système de rideaux, à toutes les représentations des lieux où se croisent les personnages. Et leur jeu puissant et talentueux fait vibrer le texte contemporain aux multiples facettes. Un grand moment de pur théâtre dans la petite salle toujours très chaleureuse des bains-douches. Une salle plus petite encore recueille toujours la faveur de nos adhérents. C'est celle du Poulailler, à côté du cinéma, le studio, qu'il ne faut pas oublier. Petite salle, mais grand moment. Enfin, comme on ne peut pas toujours s'enfermer dans des salles de spectacle, d'ailleurs, faut-il, oui ou non, aller voir les retransmissions d'opéra ou autres au cinéma ? La question s'était posée dans ma rubrique du 17 novembre. Bref, on aime sortir des salles obscures pour aller visiter des expos. La première, au Havre, dans la bibliothèque Salacrou. Il faut aller découvrir avant le 8 février les dessins de toutes sortes rassemblés sous le joli titre « À la pointe du crayon ». Illustrations, aquarelles, plans de toute taille, des vignettes insérées au creux d'une lettre, des entrelacs qui colonisent une marge, des croquis dans un carnet, un journal. De quoi ravir ceux qui aiment la délicatesse d'un trait, d'une pensée ou d'une émotion. Sinon, 2 expositions à Paris ont eu un retentissement plus spectaculaire que celle du Havre. L'une qui vient de s'achever, Backside, le dos à la mode. L'autre, toujours accessible, jusqu'au 19 janvier, au Petit Palais. Parce qu'à l'occasion du bicentenaire de Gustave Courbet,
l'artiste Jan Pemming présente une dizaine de toiles monumentales qui lui ont été inspirées par des tableaux de Courbet et dont il a réalisé certains d'ailleurs dans l'atelier du peintre chez lui à Ornans. C'est l'occasion de rappeler que le Petit Palais possède une des plus grandes collections de tableaux de Courbet, dont l'étonnant Proudhon et ses enfants. Courbet a conjugué là son admiration pour le penseur libertaire du XIXe siècle et sa tendresse pour l'homme, le père de famille, qu'il a représenté dans une scène domestique très douce avec ses enfants. Il est entouré de ses livres, de ses journaux, et il est en train de méditer. Mais c'est sans doute le célèbre enterrement à Ornans, réinterprété ici en noir et blanc par Jan Pemming, qui a remporté tous les suffrages du public. Et le noir et blanc de l'affiche de Backside, le dos à la mode, nous a fait courir à Paris pour admirer la splendide expo du Palais Galliera sur la partie oubliée, souvent dans la mode, le dos. Des vêtements superbes, des robes sublimes et les photos toujours aussi élégantes de Jean Loussieff. Un vrai délice. D'autant plus que c'est le musée Bourdelle qui accueillait l'expo pour cause de travaux, au milieu des statues, des colosses en pierre du sculpteur, dont l'âme semble toujours habiter ce musée si intime. Et on a eu de quoi échanger à notre dernier apéro. Et après l'apéro, en général, on fait quoi ? On passe à table, parce que l'apéro, c'est fait pour ouvrir l'appétit, qu'on a déjà bien développé, nous. Et avant le goût des autres de janvier, qui célébrera la gourmandise, toutes les gourmandises, on verra, on aura une pensée dimanche 8 décembre pour les heureux spectateurs qui passeront à table à Gonneville-la-Mallet. Yvan Durus et sa troupe talentueuse proposera la mise en scène gourmande du célèbre restaurant Aubourg avec les vieux plats à la carte. Et l'affiche aux carreaux rouges et blancs nous promet plein de bonnes choses. On peut donc mêler toutes les gourmandises et se réjouir au spectacle ou à table. Car si la cuisine vient du cœur, la musique vient de l'estomac, c'est Camille qui le dit. Et elle ne mâche pas ses mots quand elle écrit au stylo d'orgeat sur la nappe à carreaux. Miam miam. Bon appétit et on en reparlera le 15 décembre. Je ne mâche pas mes mots. Je ne mâche pas mes mots. S'il m'arrive d'être foudroyé par l'éclair au chocolat, très souvent je me raisonne avant de replonger mon doigt dans la marmelade de pommes préparée à cappella sur le piano. Si la seule vue du miel suffit à clarifier ma voix, l'aspartame à sa mère n'édulcorera pas la colère de voir sous la princesse un petit pois. Oh GMO, je ne mâche pas mes mots. Je ne mâche pas mes mots. Si parfois je me délecte avant de dévorer ma proie, que je lâche un peu de lest comme le feraient les chats, avant de donner ma langue je pourlèche cette fois ta douce peau. Si la cuisine vient du cœur, la musique vient de l'estomac, et si j'aime autant les tripes, c'est que ces tripes sont à moi. Pour preuve de mon ardeur, j'écrirai au stylo d'orgeat sur la nappe à carreaux. Je ne mâche pas mes mots. Je ne mâche pas mes mots. Je ne mâche pas, je ne mâche pas mes mots. Je ne mâche pas, je ne mâche pas mes mots. Je ne mâche pas, je ne mâche pas, je ne mâche pas, je ne mâche pas. Au nom de la castafiore au cœur d'artichaut, de la tarentelle et du tartare au couteau, du coulis aux fraises et de ma voix dans l'écho, je ne mâche pas, je ne mâche pas, je ne mâche pas mes mots, mes mots, mes mots, mes mots.
Bonjour, aujourd'hui nous sommes en compagnie d'un tout jeune écrivain. C'est son premier roman, il s'appelle Julien Moreau. Le choix du mot gouaille sur votre page Facebook, ça signifie que si on vous mouille après minuit, il arrive des catastrophes? Si on vous donne à boire après minuit, il arrive des catastrophes? Ça peut, oui, mais c'est aussi parce que c'est un de mes films préférés, toute la culture des années 80, que ce soit de Spielberg, Zemeckis ou Joe Dante par exemple. C'est vraiment ce qui m'a forgé. Est-ce que vous pouvez me parler de votre parcours? C'est un parcours classique avec des études classiques. Après un bac littéraire, j'ai fait une classe prépa. La classe prépa, j'ai fait 1 an. Ensuite, je suis passé à la fac. J'ai fait des études de philo à Rouen. Comme il n'y avait pas beaucoup de monde à la fac de philo à Rouen, je suis passé à Paris ensuite. J'ai passé les concours, je ne les ai pas eus et je suis devenu ensuite professeur des écoles. Professeur des écoles. Voilà. Votre roman, est-ce qu'il est vrai que vous avez commandé, est-ce que les éditions du Rocher, vous avez commandé une biographie sérieuse de Gérard de Villiers ou c'est faux? Alors au départ c'est vrai, c'était vraiment une commande sérieuse de faire une biographie sur Gérard de Villiers. Il devait être édité en fait pour l'anniversaire de sa mort et ça devait être écrit dans un style assez gonzo, donc avec une liberté d'écriture, mais que ça reste une vraie biographie, donc avec des vrais éléments d'information et des vrais événements qui sont racontés de sa vie. Et vous étiez connu des éditions du Rocher quand ils vont le proposer? Non, pas du tout. Hein. Comment ça s'est passé? C'est Arnaud Le Guern qui est venu me chercher sur Facebook en me demandant si j'étais prêt à faire quelque chose de 300 pages. On en a discuté, il m'a donné des sources, des pistes pour pouvoir écrire. J'ai attendu quelques temps avant de m'y mettre. J'ai pas réussi à avoir de contact suffisamment sérieux ou de contact qui me donnait des informations, donc ça a tourné un petit peu en rond et je me suis dit s'il faut écrire, autant écrire quelque chose qui me plaise. Vous avez eu des problèmes, je crois, avec la veuve de monsieur de Villiers? Oui, je l'ai eu plusieurs fois au téléphone et donc ça n'a pas trop abouti en fait. D'accord. Alors, le livre est tellement touffu, il y a tellement de travail. Comment partager le vrai de l'imaginaire? Par exemple, donc la biographie, c'était vrai. Votre tendance à la procrastination, c'est vrai ou c'est faux? Il y a du vrai et du faux dedans. C'est vraiment le principe de l'autofiction, c'est partir sur la base du réel et puis de tisser tout autour un tissu de mensonges justement. Et c'est au lecteur de faire la part du vrai et du faux. Ouais, voilà. Page 170, l'épisode avec Thierry Ardisson, vrai ou faux? L'histoire d'Ardisson, ça c'est vrai. Quand il a décidé de se payer la tête de Villiers, ça c'est totalement vrai, suite à un premier passage sur le plateau télé de Villiers, où De Villiers voulait... De Villiers a fait ensuite, dans une interview dans un magazine qui s'appelle Technicart, De Villiers a fait une critique plutôt acerbe de l'émission d'Ardisson, où il s'est un petit peu moqué de Baffy en même temps. Et donc Ardisson l'a réinvité pour parler d'un autre roman. La première fois c'était pour son autobiographie de Villiers, qui est aussi qui est pas piqué des hannetons, là on peut la lire aussi, c'est vraiment du grand n'importe quoi ce qu'il raconte dans son autobiographie, c'est vraiment très amusant. Et il avait écrit un autre livre qui s'appelait Otage, et donc Ardisson l'a réinvité pour parler soi-disant de son livre Otage. Et en fait, il a été dézingué en présence
de Jean-Pierre Foucault, je sais plus qui y avait d'autres, mais de Baffy, etc. Sur Jacques Lang aussi. Jacques Lang, c'est ça. Ouais. C'est Jacques Lang a marché dans le... C'est le principe le principe de la télé. Là, ils se mettent tous les trois, ils se payent la tête de Villiers, qui rentre aussi dans le jeu. Je pense qu'il était plus ou moins au courant aussi. Mais par contre, Granola, non, on n'avait pas intervenu ensuite sur le plateau. Ça, c'est inventé. J'ai regardé Granola, je n'ai pas trouvé. Non, c'est un personnage qui est inventé, un personnage que j'avais créé et qui écrivait des faux romans d'espionnage. Ce qui est bien avec vos livres, c'est qu'on va sur Internet pour voir si ça existe ou pas. Moi, j'ai fait plusieurs fois. Et sinon, vous faites intervenir Houellebecq, que vous tuez. Est-ce que vous lui avez demandé l'autorisation ? Non, je n'ai pas demandé l'autorisation. Et c'est un personnage que j'apprécie vraiment beaucoup. Que ce soit en tant qu'écrivain ou en tant qu'acteur aussi. C'est vraiment un personnage qui est très attachant. C'est quelqu'un qui est c'est quelqu'un je sais pas. Ouais, qui vous intéresse. Voilà, c'est quelqu'un qui m'intéresse et qui a un fond qui est très humain finalement. Et puis je le trouve aussi un peu vulnérable, un peu fragile comme. Oui, c'est ça, fragile, qui est en souffrance. On a l'impression quand on lit ses livres, c'est ce que j'essaye de dire, qu'il a très bien compris le monde et que finalement il l'a tellement bien compris qu'il en est malheureux. Et vous faites intervenir aussi d'autres auteurs, d'autres acteurs. Vous l'avez fait sans... Il n'y a pas eu de souci, personne... Non, j'ai demandé l'autorisation. Mais personne c'est révolté. Non, ils ont trouvé ça plutôt rigolo en plus. Alors, votre roman au début commence calmement. On vous a relancé pour faire cette bio. Tout va bien. Et quand le roman démarre, en fait, on est en pleine fiction. Vous êtes enfermé dans les épisodes de Gérard de Villiers. Et vous n'avez plus de contrôle, plus rien n'est sous contrôle. Vous êtes obligé de suivre. C'est ça, en fait, je suis un petit peu malgré moi enfermé dans l'univers de Villiers, c'est pas tout à fait le vrai univers de Villiers, parce que chez De Villiers, il y a quelque chose que j'aime pas trop, c'est la façon dont il dépeint la gente féminine. Et là, je voulais faire tout à fait l'inverse. C'est en fait dans le livre, c'est les femmes qui changent tout à chaque fois. C'est elles qui viennent délier les nœuds de l'histoire. Et les personnages subissent aussi l'histoire. Malko, qui est dans le De Villiers, qui est un grand séducteur. Le pauvre, qu'est-ce qu'il prend dans votre livre ? Et là, oui. Là, il en a pour sa monnaie, l'argent de sa pièce. Et moi, ça m'a fait plaisir. Et comment dire alors, quand vous faites donc ces épisodes-là, vous prenez le style de Villiers, mais par contre avec la façon de faire de San Antonio, enfin de Frédéric Dard, je veux dire. Oui. Le côté scatologique en moins, mais on a l'impression d'être dans du San Antonio. Après, comme je me suis rien interdit, De Villiers, lui, écrit de manière très journalistique. De toute façon, il s'est jamais défini en tant qu'écrivain, il s'est toujours défini en tant que journaliste. Même sa méthode de travail était une méthode de journaliste. Et quand je suis arrivé dans ce monde fantasmé de récits d'espionnage, c'est venu naturellement. En fait, c'est tous les gens que j'aimais bien, tout s'est mélangé un petit peu, donc que ce soit Frédéric Dard, Alexandre Astier ou Laurent Chalumeau, et mixé avec l'humour avec lequel j'ai été élevé. Donc le côté scatologique, ça vient plutôt des nuls en fait. Tout l'esprit canal qui s'est un petit peu mélangé en fait. Et sinon, vous avez votre roman colle quand même à la réalité de maintenant, parce que vous parlez de la fin du monde, mais d'une façon différente de ce qui est dit en ce moment. Oui, alors effectivement, là, c'est aussi quelque chose. Alors, il y a l'urgence climatique qui est indéniable et sur laquelle il faut continuer à agir.
mais il y a aussi la culture qui périclite, qui me fait parfois un peu tiquer quand on regarde la télévision, qu'on écoute la radio ou des choses comme ça. C'est une chose sur laquelle qui me tient beaucoup, qui me fait assez réfléchir en fait, le fait qu'on perde pas mal de choses, qu'on n'ait plus accès à certains films ou à certains romans de temps en temps. Donc, c'est la fin de la culture, c'est la fin du monde. Voilà, ça serait ça. Oui. D'accord. Est-ce qu'il y a un deuxième roman qui pousse? Il y a quelque chose dans ma tête qui est construit du début jusqu'à la fin, qui était une histoire classique au début, qui prenait la suite indirectement du roman, donc le roman qui a été un bide. J'en avais vendu une vingtaine, et donc j'ai décidé d'arrêter d'écrire, et ça en fait. Un roman avant celui-ci? Non, juste après celui-là, qui était donc un bide total. Donc je décide d'arrêter d'écrire et de me consacrer à autre chose. Et l'histoire comme pour celui-là, m'échappe totalement en fait. D'accord. Mais pardon, c'est finalement. Il y a toujours une petite musique. Il y a toujours la petite musique, oui, puisque ce serait un autre récit. Ce serait assez paradoxal d'arrêter d'écrire et de raconter que j'arrête d'écrire. Voilà. Et sinon, est-ce que vous avez des rêves? Ou un rêve? Non, pas spécialement. Pas spécialement, il n'y a pas quelque chose qui vous pousserait, qui vous aiderait à vivre, par exemple? Non, moi je suis très bien, je suis très bien comme je suis, D'accord. Contente de ce que j'ai, et puis de prendre la vie au jour le jour en fait, de ce que ça m'apporte, et puis de me contenter vraiment de ce que j'ai, et pas de fantasmer sur ce que j'ai pas, et puis d'attendre ce que j'ai pas, et de m'apitoyer sur ce que j'ai pas finalement. Est-ce que vous avez une définition de la culture? Sur la culture, je sais pas, non. Parce que visiblement la culture vous tient à cœur, sur tout ce qui est écriture. Ouais, la culture, ça serait vraiment ce qui nous permet de nous détacher de notre côté nature en fait, ce qui nous permet vraiment d'être ce qu'on est, de nous différencier des animaux et d'être des personnes rationnelles et raisonnées, qui nous ont permis de progresser dans l'humanité. C'est vraiment important, ce qui permet de comprendre le monde, comprendre son humanité, comprendre où est-ce qu'on va, d'où est-ce qu'on vient et où est-ce qu'on a été. Donc pour vous, c'est en fait la différence entre l'animal et l'être humain, c'est la culture? Oui, principalement, oui. Culture, c'est vraiment ce qu'on peut avoir. Alors c'est pas tout à fait vrai, mais c'est ce qu'on peut avoir plus facilement. C'est qu'on n'a pas besoin surtout aujourd'hui avec tous les moyens qu'on a aujourd'hui. C'est facile d'aller à la bibliothèque, de prendre un livre, et puis ou même un DVD. À la bibliothèque, il y a des DVD. C'est facile aujourd'hui de voir des films, c'est facile d'écouter de la musique, mais on reste malheureusement enclavé dans des parcours qui sont totalement fermés. Il suffit de regarder par exemple ce qui se passe sur Spotify ou sur Deezer. Il y a eu plusieurs études qui ont été faites que finalement les gens vont pas chercher ce qu'ils connaissent pas. En fait, on écoute ce qu'on connaît. Donc on reste si on écoute Jean-Jacques Goldman, on reste toute sa vie à écouter Jean-Jacques Goldman. Et moi, la culture, c'est vraiment ça, c'est ce qui me plaît, c'est d'être perpétuellement surpris, d'aller chercher des choses que je connais pas, de découvrir des choses sans aucun a priori, donc que ça soit n'importe quel genre, ça m'intéresse toujours. Et puis le frisson qu'on a de découvrir quelque chose de nouveau et de plaisant, c'est incroyable, quoi, de sortir d'une salle de cinéma, d'être chamboulé par un film, de refermer la dernière page d'un livre, et puis de se dire
que c'était des soirées qu'on n'oubliera pas, ou à la fin d'un disque, c'est pareil, d'être complètement dévasté par ce qu'on vient d'écouter. Ça c'est des sentiments que j'essaye de cultiver le plus possible. Avez-vous autre chose à ajouter? Non, pas spécialement. Écoutez, je vous remercie, je vous souhaite une très bonne journée. Merci beaucoup. Dix minutes chronique. À la fin du mois de mai 2017, Le Havre découvrait 2 arcs liquides qui se rejoignaient au-dessus du bassin du commerce, formant un pont aléatoire selon que le vent voulait bien accompagner l'œuvre dont le titre était « Impact ». Quel plus juste symbole de la rencontre, mais aussi symbole du hasard, lié au souffle qui parcourt la ville. Parfois le passant attend, espère, la réunion des 2 jets d'eau, ou bien il s'immobilise devant les tremblements aquatiques qui font comme un léger rideau, au-delà duquel se dessinent en surimpression les lignes droites du décor urbain qui se reflètent dans le bassin. Stéphane Tidé, pour ceux qui ne le connaissaient pas encore, entrait alors dans la ville. À la même époque, il proposait son exposition « Monts et merveilles » au portique, constituée de 2 installations, chacune prenant tout l'espace d'une pièce. Dans la première, le visiteur se trouvait directement confronté à un amoncellement noir comme un dépôt de charbon. Mais en y regardant bien, il s'apercevait qu'un seul courant d'air aurait pu en changer l'aspect. Sa forme pyramidale était elle aussi soumise à la probabilité d'un coup de vent. Le terril, c'est son titre, était fait de 2 tonnes de confettis dont la fragilité, la légèreté étaient difficilement décelables au premier abord. Dans la seconde pièce, on voyait une construction faite d'un assemblage de pièces de bois chevillées entre elles. Objet sans utilité, sauf celui encore d'apporter le trouble. En l'entourant de miroirs, l'artiste suggérait l'inatteignable, obligeant le regard à aller d'une image à l'autre, du réel au possible, tout en apercevant au passage sa propre silhouette. Entre expectative et ajustement, Stéphane Tidé met en scène le déséquilibre et ainsi offre le plaisir fugace d'atteindre un instant ce qui ressemble à l'accompli. Well, on the way, head in a cloud, the man of 1,000 voices talking perfectly loud, but nobody ever hears him or the sound he appears to make, and he never seems to notice what the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning round. And nobody seems to like him, they can tell what he wants. 2019. Stéphane Tidé est à Lyon. La 15e Biennale de Lyon, qui fermera ses portes le 5 janvier 2020, s'est installée dans plusieurs lieux de la ville. Dans le musée d'art moderne, à l'Institut d'art contemporain de Villeurbanne et d'autres endroits.
La nouveauté, c'est l'ouverture de la friche des usines Fagor, qui accueille une 50aine d'artistes sur près de 3 hectares. Principal rendez-vous de la Biennale. C'est donc dans cette architecture industrielle, dépouillée, aux espaces gigantesques, que l'imaginaire artistique a pu s'étendre, prendre toute la place nécessaire pour créer des fragments de monde, de société, de mise en scène. Stéphane Tidet a choisi d'y créer un paysage. En 2016, à l'abbaye de Maubuisson, il avait proposé Désert, lieu d'ouverture, de silence, dans lequel on pouvait entamer un voyage rêvé, un mystère nocturne. Ici, à Lyon, il crée un décor grandeur nature, une dune. Sous l'immense halle, dans un angle d'environ 50 mètres carrés, il a installé un monticule irrégulier, recouvert de ce qui ressemble à la neige. Ce paysage plutôt désolé est marqué d'une unique trace noire qui forme un large cercle, celui du parcours d'une moto que l'on voit, assez éloignée, à l'arrêt, comme abandonnée. Pourtant aucun indice du motocycliste, aucune empreinte sur la surface blanche figée. Cette image impossible évoque la perte, le froid, peut-être même l'inaccessible. C'est l'illusion d'une étendue de nature vierge entamée par la machine, opposée à l'absence de l'être humain qui semble s'être évaporé, qui oppose les éléments qui constituent l'œuvre et les rend inconciliables. Stéphane Tidet fabrique un monde étrange. Il suggère de surprenantes relations entre réalité et fiction. En créant des tableaux qui à première vue ont l'air banals, il opère un décalage qui déconcerte le spectateur. Il provoque un trouble et c'est dans ce trouble que se trouve sa poésie. Broken arrows along the shore. Je voulais aussi vous parler de l'installation que Stéphane Tidet a proposée jusqu'en novembre dernier au domaine de Chaumont-sur-Loire pendant la saison d'art. Les pierres qui pleurent. Dans l'obscurité d'une grange, la grange aux abeilles, des pierres, comme arrachées d'une carrière, étaient suspendues par de solides câbles aux poutres du plafond. Des pierres qui s'égouttaient lentement sur le sol d'argile poudreuse. Petit à petit, ces pleurs y ont formé des traces, sous forme d'auréoles, qui ont fini par sécher, se craqueler. Comme un chagrin qui, loin de se tarir, en garde l'émotion cristallisée. Stéphane Tidet se sert d'éléments naturels simples. Il les associe, les rapproche, invente le début d'une situation et regarde avec nous la suite de l'histoire. Écoutons-le pendant un entretien diffusé sur le site du domaine de Chaumont-sur-Loire. Extrait. En Chaumont, je dirais que les sensations sont multiples parce qu'il y a autant des intérieurs que des extérieurs, des espaces, on va dire, domestiques, confinés, d'autres qui sont vraiment des grandes étendues. Et moi, très vite, comme j'aime beaucoup dans mon travail faire des déplacements, des choses qui pourraient exister ou se jouer à l'extérieur, et de les inverser, de les mettre en intérieur ou inversement. Là, j'ai été attiré par cet espace qui est une grange. Il y a sûrement cette histoire d'endroits ombragés qui peut-être rappellent les grottes, qui m'a attiré à travailler avec quelque chose de minéral et de l'eau, sur des choses qui s'écoulent lentement, peut-être la couleur de sa brique aussi qui parfois le compose à certains endroits, ce qui m'a amené à travailler avec un certain type de pierre dont on voit beaucoup les strates et qui sont multicolores, qui ont des roses, des oranges, des violets presque. Travailler avec de l'argile aussi, très rose. C'est pas la première fois que je travaille avec des matériaux compliqués, bruts mais compliqués à maîtriser, tels que de l'eau, sur un rapport à quelque chose qui se développe dans le temps. Les pierres vont pleurer comme ça, suinter, couler pendant toute l'exposition. L'eau, ces gouttes vont tomber sur un sol d'argile poudreux qui va petit à petit se cristalliser, fabriquer des plaques, des croûtes. Mais ça, là, par contre, moi, je ne maîtrise plus. Finalement, je fabrique pas beaucoup de formes. Plutôt, je propose des situations à des objets existants. J'articule, je leur propose des scénarios.
travailler avec des pierres telles qu'elles sont, de l'argile telle qu'elle est, de l'eau telle qu'elle est, voilà. Donc après, c'est comment on les fait cohabiter, comment les conduire ensemble et qu'est-ce que la friction de cet ensemble peut fabriquer. Je vous donne rendez-vous sur le site MCH où vous pourrez sur 10 minutes chroniques voir des images et trouver des liens. À bientôt. Viva Culture, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à tous de nous avoir suivis. Bonne semaine. Rendez-vous dimanche prochain à la même heure. Et merci à Mathieu pour la réalisation.